Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce web séminaire qui a pour objectif de vous montrer les clés pour briser le ronron des KPI. Alors aujourd'hui, on est deux pour animer ce web séminaire. Donc Mathieu, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour, Mathieu Bliem, je suis responsable de l'offre sémantique chez Eloquent. La sémantique, c'est tout ce qui concerne l'analyse des écrits pour en extraire donc les opinions et les catégories évoquées et établir des plans d'action à partir de ça. Donc moi, Frédéric Canavette, toujours Product Manager pour les offres de Self-Care, Chatbot et Callbot. Donc ensemble, on est parti pour 45 minutes, hein, Mathieu ? Oui, c'est ça. Donc le thème du webinaire d'aujourd'hui, c'est faire progresser l'expérience client en osant briser le ronron des KPI. Le sommaire des 45 minutes, c'est tout d'abord une brève présentation d'Eloquent, on va aller assez vite. Ensuite, on va voir les fondamentaux des KPI. Et puis on va vous proposer deux types d'usages des KPI. Tout d'abord, un niveau débutant pour les gens qui commencent ou qui ont quelques usages en cours, mais pas très poussés. Et ensuite, on vous proposera des usages plus poussés pour au niveau expert pour ceux qui veulent briser le ronron, c'est-à-dire sortir un petit peu des habitudes qu'on voit un petit peu partout. Et on finira par une conclusion et des questions-réponses. Alors oui, une petite remarque, si vous avez des idées à partager ou des questions à poser pendant le webinaire, on ne pourra pas forcément y répondre au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à utiliser le chat qui doit être en bas à gauche de votre écran pour poser vos questions et on y répondra en fin de webinaire. Je vais commencer par une présentation rapide d'Eloquent. Donc chez Eloquent, on est facilitateur du dialogue et de l'écoute de nos clients. On a 3 lignes de produits principales. La première, c'est le centre de contact multicanal. C'est tout ce qui concerne la gestion unifiée des interactions clients, c'est-à-dire les contacts entrants et sortants multicanal. Ensuite, on a une deuxième ligne de produits, l'enquête multicanal. C'est tout ce qui est voix du client et aussi du collaborateur et le traitement de la satisfaction. Enfin, la troisième ligne donc produit dont on s'occupe, c'est l'analyse sémantique automatisée. C'est la compréhension et l'exploitation des commentaires et conversations clients. Ensuite, on a aussi des services transverses que vous voyez sur la droite, comme les services vocaux interactifs, le chatbot, le chat, l'enquête par SMS, par exemple, la publication des avis, l'analyse des conversations audio dont je parlais tout à l'heure. Et ce qui est important de retenir aussi, c'est que nos solutions sont disponibles en modulaire ou tout en un, c'est-à-dire qu'on peut avoir une seule brique Eloquent qui va gérer les 3 lignes de produits, ou alors on peut n'utiliser qu'une des trois parties. Alors, Eloquent à vos côtés, c'est à la fois un éditeur de logiciels, donc on a des logiciels qui sont commercialisés en mode SaaS, une expertise télécom puisqu'on s'occupe de la partie voix, c'est-à-dire l'installation des centres de contact, la fourniture de numéros spéciaux, etc. Et puis on a aussi une deuxième activité qui est l'expertise métier, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met en œuvre un projet chez notre client, on va avoir un accompagnement par des chargés d'études et par des linguistes, et ça permet de suivre le projet, d'accompagner le client de la meilleure des manières, pour de laisser juste utiliser le logiciel. Quelques-uns de nos clients, alors là on en a mis une vingtaine, vous voyez parmi eux il y a la Maïf, le champion de la relation client, il y a SFR, Orange, Air France, qui je peux citer Géodis, etc., Total, Atlantique. Il y en a une vingtaine qui sont là, mais on a plus de 200 clients. Et on va passer à la suite. Fred, je te passe la main. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dans cette première partie, on va voir un petit rappel sur l'importance d'avoir des indicateurs. Puisqu'en fait, tout simplement, sans les indicateurs, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est une citation de Peter Drucker que j'aime beaucoup. Puis en fait, elle explique bien que voilà, il faut quand même avoir un minimum d'indicateurs, puisque c'est à partir de là qu'on peut imaginer une situation initiale et ensuite justement aller voir comment on progresse et se fixer des objectifs. Ça c'est de manière globale, les indicateurs ils servent à ça. Pourtant, en fait, on voit que dans un programme d'expérience client, les indicateurs servent en plus à autre chose, c'est tout simplement prouver que le programme d'expérience client n'est pas juste des mots, c'est pas juste un discours fumeux de la direction, on se dit voilà, maintenant il faut que les clients soient satisfaits, etc., etc. On va vraiment le matérialiser avec des indicateurs clés qui vont servir de guide et on va pouvoir même aller incentiver ou faire en sorte qu'une partie des collaborateurs, des managers, ait la rémunération fixée sur l'atteinte des indicateurs. Pourtant, en fait, on le rappellera lors du web séminaire,
le KPI est vraiment qu'un moyen, on peut dire une jauge ou un thermomètre, qui permet en fait de voir la bonne direction et savoir où on est et ce que l'on fait, mais c'est pas une finalité en soi. C'est pas des KPI pour avoir des KPI. Certes, un KPI va permettre de détecter des anomalies, voir où ça va pas, il va permettre de valoriser les productions, il va en fait permettre d'identifier les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques, mais il sert surtout à faire progresser les collaborateurs et l'entreprise. Le but, c'est pas de dire, tiens, il faut 10 de NPS pour 10 de NPS. Non, il faut vraiment que ça ait du sens et donner vraiment une orientation à ce que l'on va faire au quotidien, dans sa roadmap, en fait, en termes d'expérience client. Alors c'est pour ça en fait que lors de ce web séminaire, on va plutôt parler d'une pyramide. Alors c'est pas forcément une pyramide parce que parfois on peut passer les étapes, mais nous ce qu'on dit c'est qu'en fait il y a grosso modo 3 niveaux. Il y a un premier niveau dans le domaine des KPI, au domaine de l'expérience client. Le niveau 0, c'est ce qu'on appelle une vision plutôt statique et limitée. C'est ce qu'on verra au départ, c'est-à-dire qu'on a très peu d'indicateurs qui sont calculés de manière vraiment sporadique. Donc en fait, on a certes une photo, mais une photo qui a un décalage. Le deuxième niveau, là on arrive véritablement dans une notion de pilotage, et là on a vraiment une vision dynamique puisqu'on mesure différents points du parcours client et on va pouvoir agir tout de suite à chaud. Et le dernier niveau, c'est celui en fait qu'il faut atteindre et qui permettra après d'aller briser ce fameux ronron, c'est en fait faire de l'animation. On va aller au-delà des indicateurs, on va animer et diffuser la culture client pour en faire un réflexe et pas que ce soit juste un indicateur qu'on voit une fois par mois, mais que ce soit quelque chose qui soit vraiment présent au quotidien dans l'esprit des clients. Alors Mathieu, je te laisse peut-être passer sur le niveau 1. Oui, alors on va commencer par la présentation du niveau 1. Si vous débutez dans la mesure de l'expérience client, comment mettre en place des bons indicateurs? On a identifié 2 niveaux. Alors, on a même mis le niveau 0, c'est un niveau de départ. Mettons que vous n'ayez rien mis en place ou que votre situation actuelle, ce soit uniquement la mise en place d'une enquête annuelle de type NPS, avec des données qui sont dans l'entreprise, mais plutôt réservées aux experts et pas partagées par tout le monde dans l'entreprise. Une mesure de la satisfaction uniquement sur les clients, et sans interroger les collaborateurs. Peu de conscience du parcours client, c'est-à-dire que peut-être on interroge quelques points de contact du parcours client, mais pas l'ensemble du parcours. Pas de SLA, j'entends par là pas d'engagement sur les délais de réponse, les délais de clôture des tickets, des choses comme ça. Donc au final, on a une promesse d'expérience client qui est assez floue. Ensuite, on a défini aussi le niveau 1, qui est un premier niveau d'exigence. C'est quand on a une prise de conscience des collaborateurs sur l'expérience client. Déjà, les collaborateurs sont pris en compte dans la mesure et sont aussi conscients que l'expérience client, c'est quelque chose d'important. On peut mettre en place des SLA et une promesse d'expérience client au bon moment du parcours client. Donc, interroger les clients une fois la sortie en boutique ou des choses comme ça, après un achat. Se diriger vers le temps réel, en tout cas faire une écoute à chaud, un petit peu plus régulière. Utiliser l'analyse sémantique pour avoir des alertes, des tendances. On verra ça sur des indicateurs, des types de reporting qu'on vous présentera tout à l'heure. Diffuser les KPI dans l'entreprise, ça c'est très important pour acculturer tous les collaborateurs. Et au final, on a une prise de conscience des moments importants par les collaborateurs. Alors, la première chose, avant de parler des KPI et d'arriver à ce niveau, entre guillemets, 1, c'est déjà commencer par le pourquoi. Alors, je vous ai mis une petite image d'un livre qui est vraiment important à lire et qui est très intéressant, qui est de Simon Sinek, qui s'appelle Start with Why. Commencer par le pourquoi, puisqu'en fait, c'est la question à se poser avant de se dire, tiens, je vais mettre en place tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur. L'indicateur n'est là que pour répondre à un besoin. Par exemple, savoir où vous en êtes pour simplement faire prendre conscience du niveau en fait de satisfaction des clients, le niveau en fait d'attente, etc., etc. Le KPI permettra de suivre l'évolution des actions et forcément des attentes, corriger l'insatisfaction via des alertes, et ça on verra tout à l'heure, diffuser une culture client, parce que ces indicateurs vont matérialiser la vie du client et faire rentrer la voix du client dans l'entreprise, et permettront également d'aller travailler au niveau des promoteurs, puisque souvent
on s'intéresse aux détracteurs, mais les promoteurs sont également intéressants puisque ce sont les ambassadeurs de l'entreprise. Et souvent, il est intéressant de les repérer, les identifier, les animer et faire en sorte qu'ils sont là pour apporter de la crédibilité et aider l'entreprise à progresser. Et enfin, comme je disais précédemment, ça peut également servir à incentiver les équipes, comme on disait précédemment. Ça peut être un moyen de dire, voilà, le KPI et l'expérience client sont importants, une partie d'une prime des managers, des collaborateurs, etc., va être indexée sur le score, sur l'évolution, etc., etc. Alors, je vous donne un exemple assez concret. C'est en fait Daniel Rey, qui est professeur et chercheur à Grenoble École de Management, qui a écrit beaucoup de livres dans le domaine de l'expérience client, qui nous a donné en fait un exemple qui est très intéressant. C'est un exemple en fait qu'il a vu dans sa carrière avec l'usage en fait du NPS, donc l'indicateur Net Promoter Score, qui permet de mesurer le bouche à oreille, la viralité d'une marque, qui a permis en fait de justifier un investissement d'un programme de développement de l'expérience client dans une chaîne de magasins. En fait, c'est très simple. Ils ont commencé par faire une analyse des magasins. Alors justement, il y avait les top magasins et les flop magasins en termes d'expérience client, et on voyait qu'il y avait des variations qui étaient assez importantes d'un magasin à l'autre. L'indicateur NPS était parfois de 11 points en plus en moins. Ensuite, ils ont analysé que suite aux actions de formation qui ont été faites auprès de collaborateurs, l'évolution du NPS prenait 15 points parfois par magasin. Donc vraiment une très grosse prise de conscience de l'expérience client et des impacts immédiats. Et ce qui intéresse après derrière, c'est l'aspect business. Parce que Daniel nous disait bien, c'est bien beau d'aller former les gens sur l'expérience client, les discours sont intéressants, mais s'il n'y a pas un ROI derrière, en fait, le programme, au bout d'un moment, il va être laissé tomber. C'est pour ça, en fait, qu'ils avaient associé à ça un indicateur sur l'évolution du panier moyen. Et ils ont bien montré que, grâce à ces efforts de formation, il y avait jusqu'à 50% d'augmentation du taux du panier moyen. Donc là, ça montre bien le fait que avant de commencer à mettre en place des indicateurs, il faut penser au pourquoi, qu'est-ce qu'on veut mesurer, et ensuite, c'est très facile d'aller justifier ces différents investissements. Alors, au niveau des indicateurs, là, on va revenir sur les fondamentaux. Selon nous, en fait, il y a 4 niveaux d'usage pour les indicateurs. Le premier, c'est le niveau opérationnel. Opérationnel, c'est l'usage quotidien. C'est tout simplement avoir des alertes pour corriger l'insatisfaction ou identifier les promoteurs. Ça permet donc de mesurer ses propres résultats en tant que moi, conseiller, agent, etc., ou responsable d'une ligne de produit. Et également, ça permet d'aller faire du scoring et segmenter en fait les clients à risque. Par exemple, les personnes qui mettent une note négative et qui ont un historique d'achat qui est important, je vais peut-être faire un focus là-dessus avant qu'ils ne quittent l'entreprise. Deuxième point, c'est l'aspect managérial. Donc managérial, ça va permettre tout simplement d'aller coacher les équipes, puisqu'en fait, si on peut avoir une référence nationale, c'est ce qu'on vous montrera tout à l'heure, par rapport à une équipe, voire à une personne, c'est pas toujours évident parce que ça nécessite quand même d'avoir l'accord généralement des syndicats, etc. dans l'entreprise. Mais en tout cas, ça permet d'aller coacher son équipe et voir un petit peu où ça va pas. Et justement, d'aller diffuser cette culture client et savoir où agir. Et le dernier point, j'en ai parlé tout à l'heure, incentiver et surtout motiver. C'est-à-dire que avec la progression qu'on va faire, on va dire tiens, regardez les gars, vous avez bien joué, valoriser les comportements positifs pour aller de l'avant. L'avant-dernier point, c'est le niveau direction. Au niveau de la direction, les KPI, ils sont moins nombreux, ils sont plus simples. Le but, c'est d'avoir tout simplement une vision macro de l'exécution et de la compréhension de la stratégie. On s'est dit, par exemple, dans une société comme Orange, etc., que l'expérience client est vraiment au cœur des préoccupations, ça fait partie du discours. Et en fait, l'évolution des indicateurs permet de voir justement si cette stratégie a bien été comprise, qu'elle avait été mise en application. Voilà. Et le dernier point, c'est ce qu'on verra lorsqu'on va parler des actions pour briser le ronron. En fait, ça va servir à faire de l'événementiel pour créer un événement, communiquer et faire en sorte que les gens prennent conscience que les indicateurs, il y a un moment clé et ensuite tac, il y a un événement derrière, on va dire tiens, il y a quelque chose qui a changé, et ça permet également de faire prendre conscience. Donc ça, c'est les 4 niveaux d'usage des indicateurs. Et le niveau opérationnel, on l'a indiqué tout à l'heure, c'est un niveau très basique. C'est en particulier l'alerting pour corriger l'insatisfaction et détecter éventuellement un premier niveau de signaux faibles. Et tout simplement, c'est ce qu'on fait chez nos clients. On met en place un dispositif d'écoute. Souvent, c'est un dispositif d'écoute à chaud. Après une interaction, un appel au service client, un passage en boutique, l'achat d'un produit,
la réception d'un email et ensuite la mesure de la satisfaction quant à la résolution de la demande, etc., etc. Donc en fait, on a ce dispositif d'écoute à des moments clés du parcours client. Ces informations sont envoyées soit par email ou intégrées dans le CRM. Les collaborateurs sont ensuite en charge d'aller analyser selon les seuils d'alerte les clients à contacter. Et bien sûr, l'objectif après, c'est d'aller améliorer la satisfaction client. Alors un petit exemple, chez un de nos clients qui s'appelle Bouygues Télécom Entreprise, en fait, eux, ils ont mis en place un tel dispositif d'écoute avec une dizaine d'étapes du parcours client qui ont été identifiées, l'installation de la ligne téléphonique, d'Internet, etc., etc., les appels au service client. Et en fait, tout simplement, suite à cette définition des moments clés du parcours client, il y a des enquêtes qui sont déclenchées en automatique. Et comme ça, en fait, ils donnent à 400 collaborateurs l'accès aux indicateurs, à la fois au niveau global, mais également au niveau de leur équipe, ce qui leur permet de savoir où ils en sont exactement. Il y a deux aspects, donc le fameux rappel dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également le suivi des actions. En complément de cela, ils ont également réalisé des formations, parce qu'en fait, c'est vrai que donner comme ça un indicateur sur qu'est-ce que le NPS, à quoi ça sert, etc., il faut expliquer et préciser ce que c'est et surtout donner du qualitatif. Parce qu'un indicateur pour un indicateur, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est voir ce qui se cache derrière et tout à l'heure, Mathieu en parlera au niveau de l'analyse des verbatims. Donc voilà, un exemple simple au niveau manager et opérationnel, l'utilisation des indicateurs pour vraiment déployer cette culture client et faire en sorte que l'expérience client soit vraiment au quotidien et au plus proche des collaborateurs. Alors, un exemple que tu as cité juste avant, c'est l'alerting qui peut être hebdomadaire ou qui peut être quotidien, voire plusieurs fois par jour. Ici, on a un exemple d'alerting quotidien. Donc, chez un client qui reçoit des milliers de verbatims, on va détecter dans ces verbatims, dans ces écrits, des clients qui peuvent être en colère, qui expriment un risque de résiliation ou de réclamation, ou des clients qui ont eu plusieurs contacts qui attendent toujours une réponse. Ces clients-là, il faut absolument les détecter et les mettre sur le haut de la pile. Et c'est ce que permet justement l'utilisation de l'analyse sémantique. C'est la détection de ces clients à risque et l'alerte via un email, via la création de tickets de rappel, par exemple, qui sont envoyés au service client de manière à retenir ces clients qui sont à traiter dans l'urgence, on va dire. Donc au niveau opérationnel et ensuite au niveau manager, on a un autre type de restitution qui est là aussi basé sur la sémantique. On va analyser les sentiments qui sont exprimés sur chaque élément, chaque thème du parcours client, on va dire chaque jalon du parcours client. Et puis on va faire un tableau synthétique qu'on voit en haut, semaine par semaine ou mois par mois, c'est selon, qui va nous dire quand est-ce qu'on a été bon ou quand est-ce qu'on a été moins bon que d'habitude. Donc là, d'un coup d'œil, je vois que sur la dernière semaine, par exemple, on a été très bon sur le contrat et sur les informations données aux clients. Par contre, la semaine dernière, on avait été moins bon sur la compétence des conseillers. Donc je vais aller pouvoir ensuite cliquer sur le nuage pour voir ce qui s'est dit exactement, parce que, comme disait Fred, au-delà du KPI, au-delà de la valeur ou juste du nuage, il faut aller voir précisément ce qui s'est dit. En tout cas, au niveau des managers, on a un moyen très simple de suivre tout ce qui se dit tout le long du parcours client avec un tableau synthétique. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de réalisation qu'on met en place chez nos clients, dont on pourra discuter si vous le souhaitez. Ensuite, on a d'autres exemples. Fred, tu connais bien celui-ci, je crois. Oui. Alors en fait, ça c'est un piège sur lequel il ne faut pas tomber pour les indicateurs. C'est trop d'informations tue l'information. Ça en fait, c'est un baromètre qui a été mis en place par la marque, l'Association pour le management de la réclamation. Et c'est vrai que c'est un chiffre qui intéresse, c'est une étude qui est assez intéressante parce qu'ils ont mis 20 chiffres pour évaluer son service client. Le problème, c'est que 20 chiffres, il y a trop de chiffres. L'important, c'est vraiment d'aller distinguer ce qui est essentiel et ce qui est crucial. Si moi, je suis responsable d'un centre de contact ou responsable de l'expérience client, quel chiffre compte vraiment pour moi? Et c'est pour ça, en fait, que dans les indicateurs, il faut vraiment choisir les bons. Je vous donnerai ici un autre exemple. Pour notre solution de chatbot et de callbot, nous utilisons des outils de reporting adaptés, parce qu'en fait, il y a des conversations, du sentiment, etc., etc. Et en fait, la plupart de nos clients n'ont pas besoin d'avoir ce niveau d'information-là. C'est pour ça, en fait, qu'on fournit à nos clients uniquement une vision synthétique. Donc, vous aussi, pour le niveau direction, manager, etc., n'hésitez pas à simplifier les KPI pour savoir quels sont vraiment
les éléments qui ont vraiment du sens, quels sont les éléments qui sont importants, et surtout apporter derrière les plans d'action et les suggestions. Donc ça, c'est vraiment sur ce quoi on s'attelle, donner du sens aux indicateurs et pas fournir une batterie d'indicateurs qui, finalement, nous sèmeront plutôt le doute et la personne dira, mais qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans? Un autre point à faire attention, c'est le piège mortel des KPI. C'est tout simplement se dire, voilà, le chiffre est un arbitre, le chiffre est une sanction, alors que c'est juste un aspect. On le disait avec Daniel Reich, dans une chaîne de magasins, on peut très bien imposer le SBAM, sourire, bonjour, au revoir et merci. Le problème, c'est qu'il y a deux manières de dire bonjour. Mathieu, je te laisse en parler. Oui, donc ça aussi, c'était un exemple souligné par Daniel Ray. Effectivement, le KPI, lui, va juste mesurer si l'action est faite, mais pas mesurer la qualité. Donc, entre quelqu'un qui dit bonjour de manière assez froide et quelqu'un qui dit bonjour avec le sourire, avec une intonation qui donne envie de discuter avec lui, dans les deux cas, on a coché la case, le KPI est respecté. Donc, effectivement, dans 99% des cas, on dit bonjour. Mais dans le premier cas, on est plutôt refroidi. Dans le deuxième cas, on a vraiment envie d'échanger avec la personne qui est en face. Donc, il y a un niveau de qualité qui va au-delà du KPI. Et c'est ce dont il faut tenir compte, en plus de regarder uniquement le chiffre qui a été donné en résumé. Alors, oui, ce qu'on disait aussi, c'est que l'essentiel, c'est pas seulement de mesurer, ça revient au même, ce qu'on a dit juste avant, c'est surtout de regarder la progression du KPI. Donc, il ne faut pas se dire avoir un bon NPS, c'est par exemple 30%. 30, est-ce que c'est un bon NPS ou pas? Ça dépend de votre secteur d'activité. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre en place le KPI et ensuite de faire en sorte que l'expérience client s'améliore et que le NPS progresse. En résumé, le KPI n'est pas un but, mais plutôt un moyen de mesure. Et oui, vraiment, l'essentiel, c'est de faire progresser à la fois le KPI et l'expérience client qui doit diffuser dans l'entreprise. Alors pour l'anecdote, je vous ai mis un email que j'ai reçu ce matin, puisque moi aussi je suis client de pas mal d'entreprises, et c'est vrai que il faut faire en sorte que il n'y ait pas un diktat en fait des indicateurs, puisqu'en fait les indicateurs et le remplissage peut parfois en fait inciter les gens à cacher la vérité. Par exemple ici, là, c'est ma conseillère qui m'a dit que tiens, on essaye d'améliorer nos avis sur Google, est-ce que vous pourriez nous mettre une bonne note, etc., etc. Donc il ne faut pas en fait que les indicateurs deviennent un diktat vraiment obligatoire et qu'il y ait une véritable compréhension de pourquoi il faut en fait mettre des indicateurs et justement qu'ils servent à faire progresser, que c'est pas juste une sanction. Donc une gestion intelligente des indicateurs. Alors, le niveau 2, Mathieu, je te laisse peut-être en parler, puisque là, on a vu les fondamentaux. Oui, donc niveau 2, si vous avez déjà mis en place certains indicateurs, qu'est-ce qui permet de briser le ronron, d'aller un petit peu plus loin? On vient de voir le niveau 1. Là, je vais en parler du niveau 2. Donc, le niveau 1, c'était, niveau 0, c'était une enquête annuelle, etc. Le niveau 1, c'est peu de KPI, mais les bons, aller vers le temps réel, l'analyse sémantique est diffusée au plus large. Si on veut passer au niveau 2, et tout simplement, il faut que ce ne soit pas juste des indicateurs qui soient poussés, mais qu'on aille au-delà des indicateurs et que l'orientation client soit un réflexe. Donc, qu'il soit partie du quotidien. Et c'est vrai que la plupart de nos clients nous disent on pense qu'on a réussi à diffuser une culture client à partir du moment où les collaborateurs, les managers viennent demander eux-mêmes les indicateurs et les verbatim aux services ou aux personnes responsables de l'expérience client pour justement alimenter leurs équipes. Et pour briser le ronron, il faudra utiliser 3 points qu'on a détaillés. On a vu ça souvent chez nos clients. Le premier point, c'est mettre de l'événement. Faire de l'événementiel et faire une adoption beaucoup plus forte et une compréhension forte des indicateurs et savoir pourquoi on met ces fameux indicateurs, pourquoi on met en place ce NPS ou ce CSAT, etc. Deuxième élément qui permet de briser le ronron, c'est tout simplement d'aller plus loin dans l'exploitation des données. On va aller au-delà d'un simple indicateur et on va vraiment zoomer dans le détail. Et le dernier point, c'est tout simplement avoir une vision parcours client qui soit beaucoup plus large en allant mesurer d'autres éléments, en particulier la satisfaction des collaborateurs. Alors donc, pour briser le ronron,
une première chose, c'est de varier l'exploitation des KPI. Donc on a vu en fait des diffusions qui sont souvent digitales, qui viennent de logiciels, qui viennent d'emails, d'outils de reporting, etc. Une bonne idée, et on vous montrera des exemples tout à l'heure, c'est tout simplement en fait avoir du offline. Et on vous montrera des exemples chez nous et chez nos clients, donc affichage, réunions, comités, etc. Travailler également à la mise en forme, on verra ensemble du factuel et de l'émotionnel, et également aller travailler les sources, à la fois une sélection humaine, mais également de l'automatisation. Donc, premier point de ce niveau 2, c'est avoir plus d'événementiel et améliorer l'adoption. En fait, on part du principe que l'expérience client et développer la culture client n'est pas un 100 mètres, c'est pas on dit tiens on fait maintenant puis on s'arrête. Non, c'est un véritable marathon. C'est comme en fait si vous voulez vous mettre au sport, c'est clair qu'au 1er janvier ou au beau jour, on se dit tiens allez, faut que je me mette au sport, allez je vais faire un jogging, et on est motivé au départ, et ça y est, on a acheté de nouvelles chaussures, un polo, et puis on commence à courir. Et puis très vite, quand il commence à faire un peu plus frais comme maintenant, que la pluie arrive, le quotidien reprend et puis on trouve ces fameuses excuses pour dire oh non mais je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine. Donc c'est pour ça en fait qu'il est important de mettre en place un programme qui va permettre d'entretenir la motivation avec un suivi des progressions. C'est pour ça en fait qu'on a dit que qu'il faut avoir des indicateurs clés, mais surtout en fait des pics et des victoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire tiens, mon objectif est de faire tant. Et là en fait c'est un exemple très simple, c'est un exemple aux États-Unis qui était un programme qui incitait les personnes à se mettre à la marche, et il disait voilà from couch to 5K, donc du canapé à marcher ou courir 10 km avec différents points, un programme par semaine qui permettait aux personnes de se mesurer. Un des points également, c'est de ne pas imposer un KPI de manière arbitraire sans jalon. Là, je vous ai mis en bas à droite le sergent instructeur qui dit voilà, faut augmenter le NPS de 10 points. Oui, mais pourquoi ? Et surtout, comment y arriver? Les KPI doivent absolument être motivants et toute progression doit être fêtée. S'il faut attendre 1 an avant de parvenir à un résultat, en fait, entretien de la femme, ça va être vraiment très compliqué. C'est pour cela que dans un programme d'expérience client, pour briser un petit peu ce ronron et dire voilà, on a un NPS de 15, il est maintenant à 16, il est à 17, ok, d'accord. Mais ce qui est important, c'est de dire voilà, comment on va pouvoir faire pour le matérialiser de manière concrète? Par exemple, si on demande d'avoir des clients comptant en plus, 20% de clients en plus, ça peut être commencer par des petits pas. Identifier, maintenant, on est à 3 promoteurs, on arrive à 4, 5, 10 promoteurs cette semaine. Comment on va pouvoir augmenter la satisfaction de 5 ou 10% ce mois-ci? Comment on va pouvoir avancer avec un premier pas, par exemple, en résolvant le problème le plus important, mais plus récurrent ce mois-ci pour enlever cette épine du pied. Voilà, donc votre travail à vous, c'est de dire comment je peux définir des jalons. Qu'est-ce que je vais pouvoir identifier comme élément qu'on peut faire dans une durée limitée, 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, un trimestre, etc. Quelle réussite invisible on pourrait révéler? Par exemple, un collaborateur du service client qui a les félicitations par email d'un client, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller l'afficher, ou en fait on va envoyer un email à tout le monde. C'est dire voilà 10 clients satisfaits à la suite, ou 5 clients qui ont vraiment donné une très bonne note à un collaborateur, dire ok, mais c'est quelque chose qui semble à peu près normal, mais quelque part on se dit ouais bravo, il faut le faire. Il vaut mieux d'ailleurs plutôt mettre en avant des coups de chapeau que des coups de bâton, dire féliciter les bonnes actions que d'aller taper sur les gens qui font mal les choses, puisqu'on sait très bien que ce niveau de motivation-là passe beaucoup mieux lorsqu'on est justement dans le positif qu'on est dans la sanction. Également voir ce que vous pouvez célébrer, comme je le disais, le 100e client content depuis la mise en place du programme, 1000 clients qui sont des promoteurs, etc. etc. Donc ça en fait, ça va permettre de rester dans l'esprit et de ne plus rester dans cet indicateur qui est un petit peu statique. Voilà. Alors, on a évoqué justement par ce fait d'avoir des jalons et définir des petites victoires, on arrive très logiquement au concept de la gamification. Alors, ne pensez pas que c'est quelque chose de très compliqué, parce que la gamification, c'est juste faire entrer les mécanismes du jeu dans l'entreprise ou dans toute autre activité. Je vous ai mis en haut à droite des petits tampons en fait, et en fait ma femme est prof, elle est prof de musique, et justement elle a acheté ces petits tampons et elle donne à ses petits élèves régulièrement un tampon, belle copie, travail propre, travail sérieux, etc., etc. Ce qui permet en fait de les motiver et de les inciter à agir.
ma fille qui est également à l'école fonctionne avec ce système d'images, de bons points, et elle me dit souvent, ah, Arthur a fait des bêtises, il n'a pas eu de bons points, moi j'ai eu 6 bons points, et au bout de 6 bons points, j'aurai le droit à une image que je pourrais ramener à la maison, etc., etc. Donc certes, on verra que c'est pas des choses qu'on peut transcrire comme ça from scratch du monde de l'éducation au monde de l'entreprise, mais en fait, il y a des éléments à reprendre d'autres outils, d'autres secteurs. Si vous êtes sur smartphone, souvent, vous avez utilisé Candy Crush, Clash of Clans, etc. Vous verrez qu'il y a bien une notion de niveau. On passe d'un niveau à l'autre, on a des récompenses, etc., etc. Donc ça peut être tout simplement avoir répondu à X clients dans les temps, si on est mis en place des SLA, des délais de garantie dans la semaine, ce qui permet en fait de pouvoir avoir une habitude, une routine qui permet en fait d'être reprise après un moment de rush, parce qu'on sait très bien qu'il y a des fins de mois où on a des choses à faire, et puis après, faut se remettre dans l'objectif classique, tandis que si on a ce parcours, si on a cet indicateur, si on a ce programme, si on a en fait ces éléments qui permettent de mesurer sa réussite, et tout de suite, c'est simple de revenir dans les bonnes habitudes et reprendre en fait les éléments. Pareil, j'en parlais précédemment, créer des moments de fierté, ça peut être également se dire, on a mis en place le programme d'expérience client il y a 3 mois, 3 mois après, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme dans un anniversaire. Si vous faites un anniversaire de mariage ou des choses comme ça, vous allez faire le diaporama avec les photos d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et pareil, vous allez pouvoir mettre en fait dans un PowerPoint qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après. Et on le verra après, un exemple chez un de nos clients où il y a vraiment une remise d'objets physiques pour garder en mémoire. Alors justement, ce client-là s'appelle MCS DSO. Donc c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de recouvrement de créances pour les opérateurs, pour le domaine financier, etc., etc. Et en fait, justement, ils voulaient aller au-delà des KPI NPS classiques pour aller événementialiser et animer les équipes. Donc tout simplement, ils ont organisé des animations plateaux autour de la satisfaction des clients débiteurs. Ils ont fait en fait un challenge collaborateur avec en fait une remise de prix tous les mois. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, régulièrement, il y avait des remises de prix qui ont été effectuées. Regardez sur la droite. Je vous ai mis quelques images du prix en fait de la courtoisie, de l'écoute ou de la proposition adaptée aux clients. Donc en fait, ils ont 3 niveaux d'indicateurs de performance qui ont été définis. Et donc à chaque fois, en fait, il y a, vous voyez, dans leur entreprise, il y a donc des écrans où tout simplement, ils ont un Flash Challenge Care avec l'image de Flash. Et donc ici, vous voyez, ils ont la photo, le nom des personnes qui sont les mieux placées avec, ici on peut lire un CSAT, donc une satisfaction de 100, et ça va être un NPS, je crois un CXI, non excusez-moi, c'est un CXI de 100 également. Et donc il y a le nom des personnes, et donc c'est quelque part une manière de valoriser. Alors, ça peut paraître un petit peu à l'américaine, mais ça permet vraiment d'animer les clients. Dans ce même centre d'appel, chez MCS DSO, parce qu'ils ont plusieurs centres d'appel à Tours, etc., ils ont justement matérialisé le NPS, donc ça c'est le CSAT, excusez-moi, le CSAT, donc la satisfaction des clients avec une jauge physique. C'est-à-dire qu'en fait, à côté du tableau où il y a le nombre de clients traités, etc., ils ont cette fameuse jauge où on peut matérialiser la satisfaction des clients. Ici, il y a également un petit verbatim physique qui indiqué, par exemple, qui indique que j'ai été a été bien traité de manière aimable, ce qui n'arrive pas tous les jours, félicitations, et des choses comme ça. Ce qui permet justement de dire, voilà, on fait des choses positives, les collaborateurs se sentent valorisés, puisqu'en fait, on va directement le résultat et ce que disent les gens, que c'est pas uniquement des chiffres, justement, et qu'on va aller au-delà et on va dans la réalité. Un autre exemple, ici, pour créer un moment et sortir des KPI un peu classiques. Donc, c'est le cas d'un éditeur de logiciel français qui avait mis en place un programme de culture client qui s'est déroulé en plusieurs phases. La phase de l'année 1, tout simplement, c'était de faire une première photo de l'expérience client pour mesurer là où ils en étaient et avec en plus comme ligne de mire les chiffres issus du programme élu service client de l'année qui leur permettrait de mesurer où ils en étaient de manière impartiale. Année numéro 2, ils ont en fait défini à partir de là des promesses où ils voulaient en fait, quel niveau de qualité de service ils voulaient offrir à leurs clients, avec un niveau d'exigence en termes de réponse, en termes de satisfaction, etc., etc., et avec une diffusion des bonnes pratiques pour aller justement faire progresser les collaborateurs. Et en année 3, leur objectif c'était d'aller décliner ces bonnes pratiques et ces indicateurs sur les canaux digitaux, par exemple le chat, et en créer vraiment un discours self-care qui était vraiment une demande importante puisque pour prendre du temps et aider l'ensemble des clients,
et ben, il faut aller les inciter à utiliser des outils de self-service qui permettent de traiter des demandes simples. Or, la problématique qu'ils avaient, c'était que ben, pour aller inciter les clients à faire, les collaborateurs, à améliorer le taux de self-care des clients finaux, donc aider les clients à s'aider tout seuls, ben en fait ils arrivaient à un petit plancher de verre, un mur de verre en fait, un plafond de verre. Ça augmentait pas plus que ça. Et donc en fait les clients continuaient à appeler le service client et puis les conseillers leur disaient bah oui pas de souci, je vous envoie un duplicata de facture, pas de souci, je peux vous aider pour faire ceci cela. Or en fait il existait dans l'espace client un certain nombre d'outils qui permettaient de le faire tout seul. Donc leur objectif c'était de créer un moment. Ils ont créé en fait un moment au travers d'un escape game, c'est-à-dire un jeu qui a été organisé spécialement pour eux, avec une prise de conscience en fait des outils digitaux et ne plus faire à la place du client et leur apprendre justement à s'en servir. Donc l'escape game a été fait sur mesure avec une première salle où tout simplement ils ont expliqué quels outils digitaux pour quels besoins et le deuxième comment en fait ils allaient pouvoir aider leurs clients. Donc ça ils l'ont fait avec l'entreprise Coloc qui leur a créé en fait cet escape game sur mesure, qui a permis de créer un moment, et il y a eu comme ça un avant et un après, et tout de suite après, il y a eu une évolution dans les KPI sur tout ce qui est self-service. Un dernier point, c'est les SLA, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que les collaborateurs peuvent savoir justement quelles sont les priorités et comment on va pouvoir améliorer les choses. Donc dans nos outils de centre de contact, là ici, donc c'est l'outil Dialogue, et bien tout simplement, il y a des SLA que l'on peut définir, par exemple répondre à un email dans les 24 heures, ne pas faire attendre un client plus de X minutes. Donc ça permet de motiver les équipes au quotidien et en particulier dans des centres de contact où justement il y a une pression importante sur la réactivité puisque c'est un des points clés de satisfaction. Alors je vous ai mis également un autre exemple d'un de nos clients qui s'appelle Geodis qui a utilisé l'enquête élu service client de l'année. Donc, élu service client de l'année, c'est une enquête en fait qui est menée en client mystère auprès d'une entreprise, avec un audit des appels téléphoniques, des emails, des médias sociaux, etc., etc. Et tout simplement, ils ont utilisé cette enquête-là pour en fait avoir une ligne de mire, c'est-à-dire un objectif à atteindre, un même niveau d'exigence à atteindre. Et donc, il y avait une date, la date où il fallait tout simplement avoir les audits. Il y avait une récompense, la note, une récompense pour les équipes, et des critères simples de notation. Comme ça, en fait, ça leur a permis de mesurer leur performance et définir des priorités. Donc, ils l'ont mis en place, je crois que c'était il y a 2 ans. Et là, je crois qu'ils allaient le faire encore une fois cette année. Donc, l'année dernière, leur priorité, c'était le téléphone. Et on les a accompagnés justement à améliorer tout ce qui est standard téléphonique, réponse, etc., etc., avec la mise en place de notre solution de téléphonie. Et en 2019, leur focus a été les emails parce qu'ils ont vu que c'était l'autre point faible de leur dispositif. Alors, un autre point que j'aime bien citer, c'est encore une fois Bouygues Télécom Entreprise, qui comme ça aussi a mis en place entre guillemets une ligne de mire, une référence. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont comme ça entre guillemets en légende d'entreprise le record de 13 minutes entre le moment où le client a rempli l'enquête de satisfaction, le moment où le manager a rappelé le client et le moment en fait où le client a eu la personne en ligne. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet d'avoir un challenge, une ligne de mire en disant ouais le record s'étend et les gens peuvent dire tiens on va essayer de battre ce fameux record et essayer de le faire mieux. Donc ça c'est un moment également intéressant de pouvoir avoir une ligne de mire, un objectif à atteindre. Alors Mathieu, je te laisse peut-être parler aussi des manières de rendre des KPI un peu plus ludiques. Oui, alors on a déjà vu des KPI au-dessus qui étaient extraits de ce que nos outils permettent de mettre en place chez nos clients. Un autre exemple qu'on a pratiqué nous en interne, c'est une infographie dans laquelle on a regroupé des infos qui viennent des différents départements. On voit le commerce, l'administratif, le marketing, la R&D, etc. avec des chiffres sur le chiffre d'affaires, le nombre de bugs corrigés, le nombre d'améliorations introduites, etc., etc. Et ça, sous forme d'infographie, ça permet de partager de manière assez ludique l'info. Et on avait édité un grand poster en A3 qui était disponible en physique dans la cafette. Ça permet d'échanger de l'information très facilement et puis c'est plutôt bien accueilli. Une autre manière de partager de l'information qu'on a aussi développé chez Eloquent, enfin, en tout cas mis en place chez Eloquent, c'est la borne interactive qu'on avait mis en place dans la salle de pause. Donc là, on a quelques photos avec des graphes, mais aussi des infos sur le fonctionnement de l'entreprise.
Donc on a un petit clip, une série d'informations qui va durer 2 minutes, mettons, et qui va tourner en boucle, ce qui fait que quand vous venez faire couler votre café, vous en profitez pendant que le café coule pour lire un petit peu les infos de l'entreprise. Et c'est une façon aussi assez ludique, assez sympathique de proposer un support physique pour partager l'information. Ça change un petit peu des mails qu'on reçoit avec des rapports PowerPoint et des choses comme ça. Il y a d'autres exemples qu'on a vus chez Bouygues Télécom. Je crois que Fred, c'est toi qui avais vu ces tout à fait. Leur but, c'était briser ce fameux ronron des KPI. Pour une fois, en mettant un petit peu d'humour, par exemple, là c'est dans le siège social de Bouygues Télécom à Vélizy. Donc quand vous entriez dans le hall d'accueil, vous aviez en fait ces kakémonos avec plein de petites illustrations humoristiques. Et donc en fait c'était par exemple pour conclure avec un client, je fais ceci, cela. Quand j'ai pas la solution pour un client, je fais ceci, cela. Quand un client rencontre un problème, etc., etc. Donc en fait, cet aspect un petit peu humoristique permet de sortir en fait des indicateurs bruts et méchants et d'aller un petit peu déstresser la situation et donc de donner cet aspect un petit peu plus original. Alors Mathieu, on peut également faire moins évoluer, mais tout aussi efficace. Oui, alors ça c'est plutôt l'exploitation. On disait qu'il y avait le KPI qui mesurait la satisfaction, mais c'était important d'aller plus loin et de comprendre les raisons. Et ce qui peut être mis en place, c'est une extraction de verbatim, donc de témoignages concrets des clients. Alors celui-ci a été fait en automatique en prenant les moins bonnes notes et les opinions les plus négatives sur la partie droite, et aussi les meilleures notes et les opinions les plus positives. Ça permet de partager à la fois les moments d'enchantement des clients et aussi les pain points pour savoir ce sur quoi les clients butent réellement, parce que ce sont des vrais témoignages. Et en général, ça a plus de poids que de dire les clients sont insatisfaits, on a un NPS de 5 sur 100, enfin de 5, il faut améliorer le service. Donc vous dites ça à vos équipes, ils peuvent être un peu sceptiques. Quand on leur met devant les yeux des verbatims de clients enchantés sur leur pratique, ou au contraire remonter parce qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction, là ça a beaucoup plus de poids parce que ça a un aspect réel. Et ce type de fonctionnement là qu'on a fait en automatique, on le voit aussi dans les entreprises sous forme de mur des verbatims par exemple. Donc de temps en temps, quand vous avez un bon verbatim, comme disait Fred, soit un encouragement, soit parfois un client qui n'est pas content, ça peut être très bien de le partager avec tout le monde et on peut mettre en place un mur des bonnes remarques qui ont été faites dans la semaine pour que tout le monde puisse y avoir accès. Chez Eloquent, on appelle ça la cave du patron, c'est là où on met les bons témoignages clients. Alors on a d'autres exemples qu'on a vus dans différentes entreprises. Ici, on a des petites étoiles avec des témoignages, l'accueil qui est personnalisé chez Ikea. On a aussi ici un mur avec le mur des témoignages dont on est les plus fiers. Le mur des MVP, c'est un petit peu ce dont parlait Fred tout à l'heure chez DSO. Là aussi, des verbatims clients qui sont mis en évidence avec des petites étoiles et puis des petites bulles. Donc c'est une animation qui est assez sympa, etc., etc. Donc vous voyez que ce genre de pratique qui va plus loin que le chiffre, il est déjà assez répandu dans certaines entreprises, mais c'est quelque chose qui permet de mieux diffuser la culture client. On arrive maintenant. Fred, tu veux reprendre la main ? Alors on arrive maintenant au niveau, toujours dans le niveau 2, la partie 2, c'est tout simplement avoir plus de précision dans la data. On a vu auparavant qu'il fallait créer l'événement, mais en fait, la donnée et les indicateurs permettent d'aller plus loin. Au lieu de rester sur un indicateur massif qui ne donne pas une vision hyper précise, et en fait, tout simplement, une fois qu'on a ces indicateurs clés, on va aller plus loin. On va aller exploiter les données, soit pour avoir une vision micro, donc trouver l'aiguille dans la botte de foin, soit tout simplement aller analyser encore plus finement, soit utiliser des nouveaux indicateurs. Alors justement, ces fameux nouveaux indicateurs, chez les clients qui ont déjà mis en place un premier niveau d'écoute client, on voit tout de suite qu'en fait le CSAT, le NPS, le NPS qui est la recommandation de bouche à oreille, la satisfaction CSAT, c'est vraiment si on est content sur un produit ou service, est souvent complété par de nouveaux indicateurs qui permettent d'aller plus loin. Par exemple, vous avez le CES, Customer Effort Score, qui permet de mesurer l'effort du client afin de lui faciliter la vie. Là, on n'est pas juste dans la question est-ce que vous êtes satisfait ou pas, est-ce que vous nous recommanderiez, mais là, c'est dire mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore parfait? Donc on va véritablement s'améliorer, et ça typiquement ce sont des enquêtes ponctuelles qui sont menées très régulièrement chez nos clients qui ont déjà un premier niveau de maturité. Le deuxième point, ça également, on l'a vu chez MCS DSO, on l'a vu chez Bouygues Télécom Entreprise,
c'est d'utiliser des indicateurs synthétiques. Les indicateurs synthétiques, en fait, c'est par exemple le CXI, Customer Experience Index, qui en fait est un mélange de 3 questions. Est-ce que ça a été facile d'acheter notre produit, par exemple, donc la facilité, donc un peu comme le CES. Ensuite, est-ce que vous avez aimé acheter notre produit, donc la partie en fait émotionnelle. Et ensuite, est-ce que le produit a répondu à vos attentes, la partie CSAT. En fait, cet indicateur, le CXI, permet d'aller mesurer l'ensemble de la relation client et de l'échange et de l'interaction avec la marque, et pas uniquement en fait juste la partie je suis satisfait ou pas, et ensuite le pouvoir en fait du bouche-oreille. Oui. Un autre exemple d'infographie, enfin plutôt de mailing qu'on a mis en place pour nos clients, qui permet de fournir l'information pertinente et surtout des informations qui viennent de plusieurs sources. Donc ici, c'est un push mail, c'est un mail qui est envoyé à intervalles réguliers, ça peut être une fois par semaine. Ici, c'est un exemple mensuel, hein, vous voyez, c'était le mois d'août 2019. Et dans cette restitution, dans ce mail, on va retrouver à la fois des informations qui viennent du NPS sur la partie haute. Donc, je suis responsable de la région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, et recevoir une synthèse avec les agences de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, avec le pourcentage de promoteurs détracteurs neutres, et aussi l'évolution depuis le mois précédent, est-ce que je suis en baisse, en hausse ou à un niveau stable. Donc ça, ce sont des infos qui viennent du NPS, mais j'ai aussi des informations qui viennent de l'analyse sémantique. Donc j'en parlais tout à l'heure, les clients en alerte sont les clients qui peuvent être en colère, à un risque de résiliation ou de réclamation. On voit aussi qu'on a 15 clients à rappeler parce que ce sont des clients qui ont signalé une insatisfaction dans les 3 jours précédents et qui n'ont pas encore été traités, par exemple. Et puis tout en bas, on a aussi le top 3 et le flop 3 des jalons de la relation client, des étapes. On voit que sur l'accueil, la compétence des conseillers et l'attitude des conseillers, on est plutôt très bon. Ce sont des top 3 catégories. Et puis, en revanche, sur l'offre, les tarifs et la facturation, c'est là que les clients expriment le plus d'insatisfaction. Donc, on voit les moyennes mensuelles et aussi une évolution par rapport au mois précédent. Donc là, on a une synthèse qui tient sur une page et qui permet quand même d'avoir pas mal d'informations et qui synthétise aussi des informations qui viennent de différentes sources, à la fois l'enquête NPS, mais aussi l'exploitation du verbatim. Un autre exemple, là, c'est sur le traitement des tickets de rappel. Donc, quand on a un mail ou quelqu'un qui donne une insatisfaction, ça peut être dans la conversation téléphonique directement qu'on va pouvoir détecter quand est-ce que le client et l'agent est promoteur, détracteur ou neutre. Et donc là, ce n'est plus une vision macro, mais plutôt une vision micro. Donc, sur une conversation donnée, on va pouvoir détecter les moments pendant lesquels le client notamment est insatisfait. Et donc en concaténant tout ça, on va à la fois pouvoir travailler sur une conversation et donc un agent qui potentiellement s'y prend mal ou peut améliorer ses pratiques, mais aussi au niveau macro, ça va permettre d'avoir des statistiques sur un grand nombre de conversations. Donc ça c'est intéressant, plutôt que de faire du picking, on va pouvoir exploiter l'ensemble des conversations du service client et avoir une synthèse vraiment globale. Autre type de tableau de bord. En fait, là, comme on me disait, les KPI sont là également pour aller plus loin et encore plus loin dans le détail. Là, on a un exemple de nos clients qui s'appelle Proservia, qui est un outsourcer dans du support technique, en particulier le support informatique. Et c'est vrai que pour lui, juste avoir un CSAT ou un NPS, certes, c'est assez intéressant, mais il faut pour eux aller beaucoup plus loin, aller plus loin dans le détail. Et donc, pour aller briser ce fameux ronron des indicateurs, il faut vraiment aller creuser. Par exemple, ici, ils ont des graphiques qui permettent de voir en fait l'évolution du nombre d'appels par heure ou par demi-heure, avec des appels perdus, les appels pris, etc. Le SLA du décroché, combien ont été pris dans les temps, le taux de SLA perdu, etc. Donc ça leur permet vraiment d'aller très très loin et de ne pas juste aller en surface. Pareil, ici, un autre exemple. Avec les campagnes sortantes, ils peuvent voir en fait le nombre d'appels qui a été décroché, les appels qui ont été mis en échec, etc. Ça leur permet véritablement d'avoir une vision hyper précise et hyper pointue et de sortir un petit peu de, voilà, les clients sont satisfaits, voilà, on a eu le taux de réponse des clients sortants de 69%. Voilà, je vous explique exactement ce qui se passe. Je vais zoomer. Et je vais voir en fait ce qui se passe et s'il n'y a pas des actions à creuser ou à mettre en place pour aller corriger un certain nombre de choses, parce que à des moments de la journée, par exemple là on l'avait vu juste auparavant, par exemple ici là,
Par exemple, là, on l'avait vu juste auparavant. Par exemple, ici, là, on voit, je crois que c'est le 28 juillet. Il y a beaucoup d'appels qui n'ont pas été pris, mais comment ça se fait? Et là, en fait, on va pouvoir se dire, bah tiens, c'est un samedi. Est-ce que le samedi, il va falloir renforcer les équipes? Est-ce qu'il y a un problème de staffing ou des choses comme ça? Donc, en fait, ça permet véritablement d'aller plus dans les détails et se dire autre chose que, bon, bah finalement, on a un taux de satisfaction de temps, c'est bon. Voilà. Alors, au niveau du parcours client, Mathieu aussi, on peut faire la même chose. Oui, alors d'autres types de restitution, là aussi c'est une... alors je vois que le temps tourne, je ne vais pas m'attarder, mais d'autres types de restitution très synthétiques pour les managers, pour la direction même, une restitution qui va allier à la fois donc les différents jalons du parcours client, mais aussi les sentiments exprimés sur chacun de ces jalons et le NPS qui est en corrélation, enfin qui est lié aux personnes qui ont parlé de chaque thème. Cette restitution-là, elle va permettre de mettre en évidence les chantiers prioritaires et les signaux faibles, c'est-à-dire fixer les objectifs pour les 3, les 6 mois qui viennent, et ensuite vérifier que ces objectifs ont été tenus et ont permis d'améliorer le NPS. Donc c'est une vision très synthétique. Vous voyez, en une page, je peux établir mon plan d'action pour les mois à venir. Alors, on arrive au niveau 3, enfin à la partie 3 du niveau 2. Donc, la majeure partie de l'expérience client, on sait que ça vient des collaborateurs. On l'a vu précédemment qu'on allait les animer, qu'on allait marquer en fait des jalons, qu'on allait mettre en place des programmes. Mais il faut également les écouter. Tout simplement mesurer l'émotionnel, le ressenti des salariés, voir où sont les incompréhensions, où sont les suggestions. Par exemple, mesurer aussi un INPS, la recommandation des collaborateurs par rapport à l'entreprise, et surtout la compréhension de la stratégie. On a même un client qui en fait fait passer un quiz, en fait, une enquête à ses collaborateurs internes pour vérifier qu'ils ont bien compris les enjeux et les tenants et les aboutissants du programme d'expérience client. Donc c'est vraiment un moyen de dire, ok, on forme, on a des indicateurs, mais est-ce que c'est bien compris, est-ce que c'est bien mis en pratique par les collaborateurs? Alors tout à l'heure on parlait d'Anthony qui était Customer Success Manager, c'est vraiment de se dire, voilà, votre mission est quoi? La mission est d'aller satisfaire le client. Et ça également, ça peut se faire au travers de petits déjeuners, etc. Donc une fois en fait qu'on a mis en place cette écoute collaborateur, c'est possible en fait d'aller agir, en particulier sur les moments de vérité, en donnant de l'autonomie aux collaborateurs, en obtenant de l'engagement. En fait, on va dire ok, le service bidule va s'engager officiellement auprès de tout le monde pour améliorer le NPS, pour améliorer le taux de décroché, mettre en place des SLS spécifiques, et en fait faire en sorte que tous les collaborateurs soient acteurs de cette expérience client. Nous, par exemple, chez Eloquent, on met en place chez nous et chez nos clients, puisqu'en fait, par exemple, on met en place le baromètre social chez Air France depuis déjà de longues années. Et chez nous aussi, on fait ses propres exercices, même si on est 100 en France. Même si on est 100, on met en place un baromètre social et on mesure, par exemple, où on en est au niveau du management, au niveau des thèmes d'amélioration. Ce qui permet tout simplement de mesurer, par exemple, la confiance dans la stratégie, voir si elle est comprise, adoptée, remonter des suggestions et dire, voilà, on va mettre en place des plans d'action. Et chez nous, par exemple, il y a des groupes de travail qui sont mis en place avec des collaborateurs, des managers et la direction pour que chacun se dise, ok, je suis acteur. Et c'est moi, en fait, qui va me permettre d'aller trouver des solutions parce que souvent, les meilleures solutions sont remontées par les personnes qui sont opérationnelles parce que ce sont eux qui sont en contact avec les clients. Donc ça, c'est quelques exemples d'études. Et ça, on le fait donc pour nos clients. On a un cabinet d'études internalisé qui permet donc de mettre en place ce type d'études. On peut également travailler sur une vision croisée entre les collaborateurs et les clients. Ce qui permet en fait de voir des dissonances. Par exemple, ici, on peut voir que ici, les clients pensent que le produit est plutôt complexe, alors que si on interroge les collaborateurs, on se dit non, notre produit est super simple, c'est les clients qui ne comprennent pas. Et c'est vrai qu'on avait eu le cas en fait avec notre client Bouygues Télécom Entreprise, et en fait un des meilleurs moyens qu'ils avaient de faire comprendre et de faire passer le message, c'était de montrer les verbatims des clients sur des éléments clés des produits, des services, etc. Et plutôt que d'aller travailler sur des éléments qui ne sont pas perçus comme importants pour le client, et en fait on va travailler sur ce qui compte, même si l'entreprise pense déjà être au top dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est cette vision croisée vraiment intéressante à mettre en place. Alors je crois qu'on arrive à la conclusion, Mathieu, on a un petit peu débordé sur le timing. Tout à fait, on arrive à la conclusion. Alors, en conclusion, les 3 points à retenir, il faut des indicateurs, mais toujours penser au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on les met en place? À quoi ça va nous servir? On ne va pas mettre des indicateurs
pour établir une mesure, mais bien pour améliorer quelque chose, notamment améliorer l'expérience client. La donnée prend de la valeur par son usage. On a vu 4 niveaux d'usage: opérationnel, managérial, direction et événementiel. Il faut utiliser aussi cette donnée dans les coms internes et externes. Vérifiez que vous avez le socle de base, ça c'est le niveau 1. Puis briser le ronron pour sortir des tableaux de bord et faire de l'expérience client une réalité quotidienne, ça c'est le niveau 2. L'intérêt c'est vraiment d'ancrer dans la culture client dans l'entreprise. Ensuite, votre plan d'action. Alors, si vous êtes débutant, l'idée c'est de mettre en place ou d'enrichir un dispositif d'écoute client existant, définir les bons tableaux de bord, comment les utiliser pour agir, et puis si vous êtes déjà au niveau avancé, événementialiser vos KPI. On a vu comment sortir du digital, notamment utiliser d'autres supports, ouvrez de nouveaux canaux, en mettant en place par exemple l'écoute collaborateur et pas seulement l'écoute client. Utiliser le digital, donc ça peut être sur le site web par exemple, et donner une nouvelle signification aux données. Ça peut passer par la sémantique avec une vision micro et macro. Micro quand on va mettre en évidence des verbatims, donc unitaires, et macro en établissant des plans d'action qui sont basés sur le contenu des verbatims. Et puis personnalisation des KPI, ça peut être dans la mise en forme, dans la personnalisation, enfin le support, etc., etc. Pour finir, comment choisir vos priorités? Alors ça, c'est une question qui arrive très 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 souvent, puisque la plupart de nos clients qui mettent en place une démarche d'expérience client nous disent bah, ok, j'ai tellement de choses à faire, par quoi je commence? Alors en fait, ce dilemme crucial du choix des priorités se fait généralement de deux manières. D'abord, c'est corriger vraiment les problèmes les plus importants. C'est ce qui est le plus évident, c'est analyser le parcours client, faire cette photo du parcours client avec une enquête, par exemple, des entretiens qualitatifs, des clients mystères, etc. Ensuite, c'est bien sûr animer et corriger en mettant en place un dispositif d'écoute client à chaud pour aller corriger ces moments d'insatisfaction et garder les clients. Mais ça ne suffit pas. Si on se concentre en fait sur l'élément négatif et ce qu'on peut améliorer, finalement, on va aller corriger des choses qui vont avoir le moins en moins d'impact en fait dans la satisfaction client. Puisqu'en fait, la vie du client, le parcours client, c'est un petit peu comme des montagnes russes. Il y a des moments où ça se passe bien, puis des moments où ça se passe très bien, puis ensuite ça se passe moins bien, très bien, moyennement bien, etc., etc. Donc en fait, il va falloir donc identifier ces moments où ça se passe mal, mais surtout en fait, il va falloir identifier des moments où on peut justement apporter un petit plus. Alors je dis pas forcément avoir un moment extraordinaire, mais comment on va pouvoir en fait rendre un moment classique un moment qui est exceptionnel. On a parlé tout à l'heure, est-ce que l'on doit donner plus d'autonomie aux conseillers, est-ce que l'on doit je sais pas, envoyer un email manuel, est-ce qu'on va envoyer appeler le client 13 minutes après comme le fait Bouygues Télécom en ayant un challenge, est-ce que c'est un mot manuscrit? Bref, il va falloir en fait essayer de créer des moments qui vont faire en sorte que le client se dise waouh, c'est vraiment exceptionnel ce que j'ai vécu. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui doit se faire avec un travail commun entre justement les responsables de l'expérience client et même les collaborateurs pour savoir voilà comment on peut donner cet aspect exceptionnel. Donc pour choisir en fait ces choix, tout simplement, il y a des méthodes de prise de décision. Le plus simple, c'est dire voilà, je veux, par exemple, améliorer l'expérience client en magasin ou sur mon site internet. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on va choisir l'élément à optimiser. On va faire une liste d'idées, donc en brainstorming, en étant en rapport avec les collaborateurs, en mettant en place un comité, un plan d'action, etc. Et on va lister ces idées-là et on va dire comment je peux aller faire un facteur waouh ou donner un moment vraiment exceptionnel où les gens se sentent voilà aidés, assistés. Est-ce que c'est un appel proactif? Est-ce que c'est le Customer Success Manager? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, un appel proactif avant la fin du contrat sans ambition commerciale, etc., etc. Et ensuite, grâce à ça, on va lister chacune des idées et donner une note de 1 à 10 sur la méthode ICE. La méthode ICE, c'est-à-dire qu'elle va être l'impact, à la fois en fidélisation ou en prospection, ou l'un ou l'autre, c'est à vous de choisir. Quel est le coût, à la fois en temps, en argent
et également en termes de résistance au changement. Et enfin, l'envie, l'émotion que ça va susciter. Voilà, je suis sûr qu'en faisant ça, ça va donner quelque chose vraiment d'exceptionnel. Il faut qu'on le fasse parce que c'est quelque chose qui est motivant et qui va montrer par l'exemple qu'on a vraiment une démarche d'expérience client. Donc ça, en fait, c'est l'envie de mettre en place. Et ça, après, ça va mettre en place un dispositif itératif, où on va tout simplement lister des idées, mettre des champs très prioritaires, voir les résultats, mesurer le retour sur investissement et après, donc, se lancer. Donc, identifier vraiment où vous allez pouvoir, certes, corriger l'insatisfaction, mais créer des moments de vérité dans la vie du client. Alors, justement, si on veut passer à l'action, Mathieu. Oui, on va conclure ce webinaire. Si vous voulez passer à l'action, n'hésitez pas à nous contacter. On peut faire une analyse de votre situation en 30 minutes via déjà un échange téléphonique pour savoir où est-ce que vous en êtes, niveau 0, niveau 1, niveau 2. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin d'outils pour la partie téléphonie, la mise en place de KPI, d'enquête de satisfaction interne. Tout à l'heure, on nous parlait dans le chat de baromètre social et baromètre auprès des collaborateurs. Ce sont des choses qu'on sait faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos adresses mail qui sont disponibles en bas pour discuter des différents sujets dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions-réponses, nous sommes disponibles encore quelques minutes. Est-ce que vous faites de l'accompagnement pour définir les KPI, un dispositif d'écoute client? Oui, effectivement, comme je le disais au début du webinaire, on est à la fois éditeur de logiciels, mais on a aussi une équipe d'experts, à la fois sur la partie sémantique avec des linguistes et sur la partie enquête de satisfaction notamment, pour les enquêtes collaborateurs et les enquêtes clients. Donc en fonction du thème de vos enquêtes, on a des experts qui sont spécialisés dans des enquêtes RH, des enquêtes satisfaction, des choses comme ça, qui vont vous aider à la fois à mettre en place les enquêtes de la bonne manière, parce que ça paraît facile de poser des questions, mais il ne faut pas que ce soit orienté, il faut qu'il y ait un nombre de questions opportuns, etc. Donc ils vont vous aider pour la mise en place de l'enquête et aussi pour l'analyse des résultats, donc via la mise en place des bons KPI, et donc l'écoute client au global est gérée par nos équipes d'experts. Si vous avez des experts chez vous, vous pouvez le faire en autonomie, on peut aussi vous accompagner si vous le souhaitez.